Vous écoutez maintenant L'avenir entre nos mains, le balado québécois sur l'avenir en enseignement, animé par Jessica Bourdieu. Bonjour, bienvenue dans le podcast L'avenir entre nos mains. Aujourd'hui, je suis avec Sandy Nadeau. Sandy Nadeau. Et toi, Sandy, dis-moi un peu, c'est quoi ton parcours? Moi, à la base, je suis une enseignante au préscolaire primaire. Donc, j'ai terminé mon bac en 2009. Puis, je travaillais beaucoup dans des écoles primaires en milieu plus défavorisé ou milieu rural aussi beaucoup. Puis, c'est ça, en 2009, lorsqu'on arrivait sur le terrain, on faisait beaucoup de suppléances, beaucoup différentes écoles et tout ça. Puis à chaque fois, lorsque j'étais dans certains milieux, qu'est-ce qui me marquait tout le temps, c'était l'enfant que lorsqu'on essayait de travailler avec le parent, soit que le parent n'était pas joignable ou encore si on réussissait à se joindre, la communication était difficile parce qu'on n'avait pas les mêmes repères ou la même vision. Donc ça, je trouvais ça difficile. Puis en tant qu'enseignante, je me sentais vraiment impuissante. Puis chaque matin, quand je voyais ces enfants-là entrer dans la classe, ça me touchait tout le temps de voir les iniquités que ça pouvait créer déjà dès le début du primaire ou même, je pourrais dire, dès le préscolaire. Ouais. Donc, à ce moment-là, je faisais une maîtrise professionnelle pour poursuivre. Puis j'ai eu l'appel de la recherche, là, vraiment un gros coup de cœur. Donc, j'ai commencé là-dedans à essayer de voir comment le milieu familial venait teinter l'élève qui était devant moi dans la classe, puis comment travailler avec cet enfant-là à partir de ces informations-là. Pour de fil en aiguille, je me suis intéressée à la résilience scolaire, les enfants qui sont issus de ces milieux-là, plus défavorisés, plus vulnérables. Ouais. Mais qui s'en sortent vraiment bien. Tu sais, qu'on voit souvent, les études montrent qu'il va y avoir toutes sortes de risques pour la suite de leur parcours, mais il y en a qui s'en sortent vraiment très bien, puis ça paraît pas, là, tu sais. Donc, je me suis intéressée beaucoup à ces jeunes-là. Qu'est-ce qui faisait la différence dans leur parcours pour voir est-ce qu'on peut tenter de travailler à mettre ces facteurs-là dans la vie des autres aussi pour qu'eux aussi puissent bien s'en sortir. Puis, à un moment donné, encore de fil en aiguille, je m'intéressais beaucoup, j'avais beaucoup la lunette sur l'enfant, mais là, j'ai fini par tourner la lunette aussi un peu vers la famille. Ouais. Le parent, lui, tu sais, dès le départ, c'était un peu ma préoccupation première. Bien maintenant, comment je peux travailler avec le parent? Comment aller chercher ce parent-là qui a une vision différente de celle du milieu scolaire, mais aussi intéressante et qu'on peut aller travailler avec ce parent-là? Comment créer ce pont-là avec les familles, notamment les familles en vulnérabilité sociale? Puis ça m'a amené à travailler aussi avec la communauté, les acteurs communautaires qui sont vraiment des bons alliés dans ces contextes-là. Donc, c'est le petit chemin que j'ai fait qui m'amène aujourd'hui. Un grand chemin, moi, je trouve. C'est super bon. Wow, c'est inspirant. C'est vraiment comme un peu, pas un 360, mais c'est comme tu travailles la même notion, mais d'une façon plus d'envergure, je dirais pas plus importante, mais dans le sens que tu as commencé à enseigner, recherche, puis là, dans le fond, tu sais, c'est comme une boucle un peu qui est... Oui, je le vois, tu sais, c'est ça, un pas à la fois. Il y a déjà une prof qui m'avait dit dans mon parcours, tu sais, Sandy, c'est un ingrédient à la fois. Tu peux pas changer ta recette tout de suite au complet d'un coup. C'est Louis qui t'a dit ça? Non. Moi, c'est Louis qui m'a dit ça. Ah oui? OK. C'est une image qui représente plusieurs cours. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Fait que c'est un pas à la fois parce que souvent aussi, au début, tout nous intéresse, évidemment, mais on doit choisir. Mais une fois qu'on a choisi, avec les résultats qu'on a, avec ce qu'on découvre, on continue aussi en tant que personne à progresser dans notre compréhension des choses. Puis, oups, OK, là, j'ai fait un peu de lumière, pas au complet, mais j'ai fait un peu de lumière sur ce sujet-là. Mais maintenant, il y a une zone d'ombre juste à côté que j'ai le goût d'aller explorer aussi. Puis ça, c'est toute la beauté de la recherche. Wow! Ouais. Puis je le vois dans tes yeux, t'es vraiment passionnée. J'ai pas de caméra, mais je peux le voir, je peux le témoigner là, aux personnes qui vont écouter le podcast, là, vraiment que t'es passionnée. Puis c'est beau à voir du pourquoi je t'ai invitée aujourd'hui, parce que justement, je te connais depuis ma première année du bac. Je suis rendue en troisième. Mm-hmm. Puis je sais que vraiment, tu as apporté un impact positif sur les étudiants, parce que ton cours sur la réalité sociale et familiale était vraiment très important à voir, surtout en première année, parce que c'est là qu'on avait notre premier stage, puis qu'on voit, il y a différents milieux, autant favorisés que défavorisés, puis c'est là de voir comment on peut intervenir auprès des enfants vivant des situations comme ça, un peu comme tu as mentionné un peu plus tôt, tu sais, qui viennent des migrations plus vulnérables. Donc vraiment, c'est intéressant de voir... je sais pas encore s'il y a ce cours-là dans... Dans la refonte, le cours lui-même n'existe plus.
mais ces contenus sont peut-être répartis différemment. Ouais, mais je dirais que c'est ça, c'est une des raisons pourquoi je t'ai invitée. Puis je suis sûre qu'il y a certains qui vont écouter, là, qui sont dans le bac, qui vont être contents de t'écouter, t'entendre un peu sur le sujet aussi principal. Il y avait, si je peux parler un peu de ce cours-là, parce que je l'aimais beaucoup, oui. ce cours-là. C'était comme aussi. un peu une porte ouverte pour te laisser. Oui. Ben, ce cours-là, en fait, c'était l'aboutissement. J'ai commencé à l'offrir, ce cours-là, en 2020, mais ça faisait longtemps que je voulais donner ce cours-là parce que, dans le fond, tous mes intérêts, toutes les préoccupations que j'avais se retrouvaient dans ce cours-là. Parce que dans le milieu, lorsque j'étais sur le terrain comme personne enseignante puis que j'intervenais auprès des élèves, veux pas, peu importe la raison, on va intervenir, on essaie d'intervenir de manière équitable envers tous les élèves, mais des fois, pour une raison qui est totalement inconsciente ou peut-être consciente pour certaines personnes parfois, mais on intervient différemment. Puis en tant que personne enseignante, quand j'étais en classe puis j'intervenais différemment, je me posais souvent la question, pourquoi j'ai eu cette première réaction-là? Puis tout de suite, j'essayais de me réajuster puis d'intervenir de manière équitable. Donc, je trouvais ça important de prendre ce temps-là, de se questionner. Puis quand on lit, bien, entre autres, les vulnérabilités sociales, pour différentes raisons, vont faire en sorte que des fois, les gens vont réagir différemment. Puis même lorsqu'on échange avec soit des personnes sur le terrain ou avec des personnes étudiantes aussi, peu importe, là, je parle dans ce domaine-là, vu que là, on parle du BEPP, entre autres, c'est des choses, des fois, qu'on va entendre, puis un stéréotype, un préjugé, puis des fois, la personne n'en a même pas conscience que ça en est un. Donc, de prendre le temps d'en prendre conscience, c'est tellement un grand pas. Tu sais, en prendre conscience, ça ne change pas tout, mais c'est un premier pas pour ensuite changer quelque chose. Puis, pour moi, cette équité-là, tu sais, comment aller la chercher, c'était vraiment à la base de tout parce que le milieu duquel on est issu, on baigne tellement dedans qu'on a l'impression que tout le monde vit dans ce même milieu-là, a les mêmes repères que nous. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut vivre un gros choc culturel peut-être pour prendre conscience de vraiment notre normalité, nos repères, pour ensuite être capable de voir OK, ce petit quelque chose-là qui clique peut-être moins avec l'autre qui est devant moi, ben c'est parce que là, moi, j'ai un repère qui est différent du sien. Donc, d'en prendre conscience dans un premier temps. Puis c'est un peu vers là qu'on essayait d'aller avec Réalité sociale familiale de l'enfant. Puis c'était un cours vraiment, vraiment merveilleux. J'ai encore mes PowerPoint, puis justement, dans les mémoires, on te cite. Génial! C'est quoi ton sujet? La diversité. Ah, wow! Ouais. OK. Vraiment. Fait que j'en dirai pas plus aux auditeurs, mais en tout cas, je te contacterai pour parler de tout ça, mais vraiment... Avec plaisir. C'est ça, fait que ton PowerPoint dans le mémo. OK. On a demandé, c'est une bonne référence scientifique. Fait qu'on est content. OK. Puis, dans le fond, j'avais quelques questions pour toi qui ont été établies par des étudiants. OK. Fait que t'étais à l'aise là-dessus. Parfait. Donc, on vient de revenir de stage et tout ça, puis tu sais, on a marqué beaucoup de choses. Puis, comment la réalité sociale de l'élève va influencer ses performances académiques et son engagement à l'école? Ça, c'est une question que j'ai eue récurrente des étudiants dans le baccalauréat. OK. C'est comment qu'on peut travailler avec les... je vais te laisser répondre. Oui, bien, est-ce que j'ai le droit de te faire une relance juste avant? Oui. Qu'est-ce que tu entends par réalité sociale? Juste pour être sûr de répondre dans le bon cadre pour toi. Réalité sociale, moi, de comment on m'a parlé, c'est vraiment les enfants issus d'un milieu plus difficile, je pourrais dire, défavorisation. Donc, comment cette réalité-là peut venir? OK. Bien, à différents niveaux, évidemment, c'est sûr. Là, j'ai mon chapeau avec mon expertise milieu familial qui va parler beaucoup, mais un enfant qui va venir d'un milieu plus vulnérable, dans son milieu familial, risque, donc c'est une probabilité, ça ne veut pas dire que c'est une certitude, mais risque d'avoir possiblement moins de soutien à la maison ou moins de soutien ou moins de stimulation tout court. On peut parler, par exemple, juste de la présence du nombre de livres dans la maison par rapport aux sorties éducatives, par rapport aux discussions avec le parent. Un parent, par exemple, qui a une super entreprise qui fonctionne, qui se passe de génération en génération, mais qui n'a pas eu besoin d'aller à l'école, peut avoir un discours, mais là, je ne suis pas nécessairement dans la vulnérabilité si ça se passe bien pour l'entreprise, mais donc, n'aura pas un discours qui va démontrer à l'enfant l'importance, la valorisation de l'éducation. Dans les différents projets que j'ai menés, il y a différents projets que j'ai menés qui c'était beaucoup
Moi, dans les premiers, ça a été beaucoup de donner la parole aux enfants, la parole aux adolescents. Tu sais, même dans le cadre de mon doctorat, ça a été ça. Je suis allée faire des entrevues avec des jeunes du secondaire, puis je leur donnais la parole parce que c'est rare qu'on leur donne la parole à ces jeunes-là pour voir qu'est-ce qui a fait la différence pour vous. Puis au niveau familial, juste le discours du parent, c'est tellement ce qui ressortait de manière très importante dans les différents échantillons qu'on avait. Donc, de valoriser l'éducation. Donc, c'est ça, si l'enfant est issu d'un milieu vulnérable, les parents, ça va arriver qu'ils vont avoir un rapport plus négatif à l'école, un parcours peut-être plus difficile, soit des difficultés comportementales, redoublement, des échecs et tout ça. Donc, pour eux, l'école, il y a des parents, des fois, qui rentrent dans l'école puis qui ressentent physiologiquement du stress. Ils disent « Ah, tu sais, je me sens pas bien. Est-ce que tu peux me tenir la main à une intervenante de confiance communautaire, entre autres? Tu sais, tiens-moi la main, viens avec moi, je suis pas capable d'y aller toute seule, puis je me sens pas bien. » Donc, un parent qui vit ça en arrivant à l'école, c'est sûr que face à son enfant, il va avoir de la difficulté à lui dire « Va à l'école, tu vas t'amuser. » Donc, il y a tout ce discours. La perception du parent est vraiment importante pour l'enfant. Là. Oui, vraiment, vraiment. Autant sur l'école que sur les gens qui font partie de l'école, l'équipe école, que l'éducation en général. Donc, il y a ça. Il y a le soutien aussi, l'enfant qui va faire face à des difficultés, soit lorsqu'il fait des leçons à la maison, si jamais il y a des devoirs dans son milieu. Donc, le soutien va être différent. Pour certains parents, dans les milieux vulnérables, lorsqu'il y a des organismes communautaires qui sont quand même connus, ils vont référer vers des organismes communautaires. Des fois, ils vont avoir un cercle social, mais c'est pas toujours le cas. Donc, des fois, les enfants vont être laissés à eux-mêmes. Il y a aussi, il y a des enfants, autant au primaire beaucoup au secondaire aussi. Quand on regardait les parcours dans les premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, il y avait, on faisait un comparatif entre les enfants pour qui ça se passait bien, puis ceux que c'était plus difficile ou même qui avaient décroché de l'école, c'était plus à l'adolescence. Puis ce qui ressortait beaucoup, c'était vraiment marquant, c'était comment que les jeunes qui avaient décroché de l'école avaient des responsabilités familiales au-delà de ce qu'on aurait pu voir ou on aurait pu penser à cet âge-là. Par exemple, prendre soin de la fratrie pour différentes raisons, prendre soin d'un parent qui est malade, prendre soin d'un parent qui consomme. Donc, des fois, aller chercher un emploi pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, pouvoir contribuer à la famille. Donc, c'est ça. Donc, comment que les réalités sociales peuvent venir teinter, en fait, c'est que ça ajoute beaucoup d'autres facteurs de stress qui demandent de l'énergie à l'enfant qu'il n'aura pas nécessairement ensuite pour mettre à l'école autant que l'enfant, que lui, qui est issu d'une autre réalité sociale. Des fois, on va parler aussi juste des repères. Les repères qui sont abordés à l'école, des fois, ça nous apparaît bien commun, ce qui est présenté. Mais finalement, l'enfant, si on parle de diversité culturelle au niveau de, par exemple, l'immigration, les repères, si on parle de certaines réalités qu'on a ici, que ça fait partie de notre normalité, mais pour le jeune, lui, il ne fera pas le lien automatiquement comme ça. Donc, ça va lui demander plus d'investissement, plus d'engagement cognitif, ce qui peut expliquer toute la suite ensuite. Donc, vraiment à différents niveaux, puis... c'est ça. C'est la beauté de ces sujets-là, d'aller explorer toutes les possibilités d'influence qui peuvent arriver. C'est le fun de t'écouter, là, vraiment. Là, genre, les personnes qui t'écoutent présentement, je pense que tu as répondu vraiment à 3-4 questions en même temps. Là. C'est vraiment intéressant. Puis, exemple, l'exemple, quand on va graduer, on va avoir une classe d'accueil. Oui. Comment qu'on peut bien se préparer, sachant qu'ils ont une réalité toute différente, tes élèves? Et là, tu me sors de ma zone de confort avec cette question-là. En fait, dans les projets, j'ai rencontré des enfants qui étaient issus de classes de français à accueil. C'est un sujet que j'ai pas abordé, par contre, dans les lectures que je peux avoir fait. Mais je vais y répondre en disant plutôt comment faire face peut-être à la diversité, chose qui se passe lorsqu'on est en français à accueil, avec la barrière de la langue en plus, par contre, dans une classe de français à accueil. Mais... j'ai envie de dire de se laisser le temps de se découvrir autant l'un que l'autre, dans le sens, quand je me mets dans la peau de la personne enseignante dans une classe de français à accueil, je pense que cette personne-là ne se met pas dans une position d'experte du sujet, parce que chaque enfant est expert de sa propre réalité, puis elle a une autre réalité. Donc, c'est
si on parle de 20 élèves, admettons, avec une personne enseignante, bien, c'est 21 réalités qui se rencontrent, avec certaines avec plus de points de convergence, d'autres plus de points de divergence entre elles. Puis je pense que c'est de se laisser le temps de se découvrir, de ne pas prendre pour acquis, de nommer les choses, mais avec la barrière de la langue, de découvrir les choses peut-être différemment. Vraiment. Fait que, oui, tu sais, de communiquer, mais autrement, peut-être que par la langue dans un premier temps, en vivant différentes expériences, pour avoir échangé très brièvement avec des personnes enseignantes qui avaient ce type de classe-là. Ils étaient beaucoup dans l'expérience, l'approche expérientielle pour découvrir, s'émerveiller, puis voir l'effet que ça peut avoir sur l'autre, puis ensuite échanger à partir de leurs repères respectifs. Puis, ça doit être des beaux échanges, mais je ne l'ai pas vécu en tant que tel. Fait que c'est à peu près ce que je pourrais te répondre pour cette question-là. Mais ça répond bien à la question, oui. Tu as bien répondu. Encore un 2 en 1. Puis, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi. Pour ma part, en stage 2, j'ai eu un premier contrat avec un élève immigrant de la Colombie. Okay. Puis, dans le fond, ça a été vraiment intéressant de voir qu'il est parti à 0 espagnol, elle a parlé français, pas 0 espagnol, excusez-moi, je vais me corriger, 0 français, là, il parle, il fait des communications orales, il est capable d'écrire en français. Fait que c'est beau à voir que nous, comme enseignants, on peut apporter vraiment un plus à l'élève, là, vraiment, en accompagnement autant individuel qu'en classe comme ça, en apportant des bonnes interventions, là. Oui. Ouais. Ouais. Donc, il était dans une classe ordinaire? Oui, ordinaire. Okay. Puis dans le fond, on m'a approché parce que moi, j'étais enseignante en Espagne à l'été 2023. Wow. J'étais partie comme ça, comme au pair. Puis dans le fond, j'ai eu la chance d'être également enseignante. Il y avait un poste, puis j'étais comme, je vais essayer, tu sais. Puis vraiment, c'était la plus belle expérience de toute ma vie. Même encore là, je pense à tous les jours d'y retourner. Puis, fait, j'ai une petite base d'espagnol. Je suis pas 100% espagnol, mais j'ai une petite base. Donc, dans le fond, j'ai pu vraiment soutenir l'élève dans son apprentissage de A à Z. Sans, exemple, arriver devant lui puis lui remettre des cartons de « Ah, apprends ce mot-là ». Tu sais, vraiment pas. C'est de faire la différence, de montrer c'est quoi notre culture, y faire dégoûter des mets québécois pour aider avec des jeux à apprendre un peu plus notre culture avant même d'introduire tout le langagier ou même l'écriture. Puis ça a été vraiment un atout que je veux aussi léguer dans le podcast là, parce que ça a été vraiment... j'ai été tellement contente à la fin de l'année quand les parents m'ont remercié puis qu'ils m'ont regardé dans les yeux puis ont fait une différence dans notre enfant qui ne parlait pas français avant. Fait que c'est le fun de voir la confiance puis... Sans aucun doute. Sans aucun doute. Puis c'est ça, tu sais, tout le fait de pouvoir l'associer à différentes expériences, pouvoir mettre un goût, une odeur sur une image. Là, c'est au-delà de mon expertise. J'ai aucune idée si c'est appuyé par la littérature. Tu sais, j'ai pas lu sur le sujet, mais sans aucun doute que ça peut sans aucun doute faire une différence. Puis pour cet enfant-là, de prendre le temps de partir de ce qu'il connaît, puis ensuite d'y greffer des nouvelles réalités, des nouvelles expériences. Ben, c'est sûr qu'on sent une forme de pression, veut pas, que tu veux vraiment qu'il apprenne, qu'il soit comme ça, qu'il soit bon tout de suite, mais je pense qu'il faut vraiment mettre ça de côté, puis mettre en place la relation avec l'élève, la confiance, puis ensuite l'enseignement. Moi, c'est comme ça que je vois le métier d'enseignant. C'est pas de garrocher la matière, là, c'est vraiment un mauvais terme, mais dans le sens de vraiment créer le lien puis faire ces étapes-là peu à peu pour ensuite avoir, moi, je m'en souviens toujours, ma 4e année du primaire, c'était René Lacroix. OK. Ouais. C'était mon enseignante à l'université, plus c'est mon... OK. Au primaire, puis à l'université présentement, c'est quand même drôle, une belle retrouvaille. Ben oui. Puis je me souviens de tous ces trucs quand elle enseignait parce que ce qu'elle faisait avant chaque début d'année, c'est qu'elle crée un lien avec tous les étudiants. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu connaisses les personnes à qui t'enseignent parce que sinon... Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça me fait penser à peut-être que tu te souviens pas, puis tu as tout à fait le droit de plus t'en souvenir, mais la théorie de l'attachement. Personnellement, quand je suis rentrée à la maîtrise,
quand j'étais sur le terrain, quand j'ai commencé en recherche, la théorie de l'attachement, c'est vraiment celle qui me parlait, qui venait me chercher. Puis j'ai commencé beaucoup sur celle-là. Par la suite, j'ai pris un certain recul parce que elle donne certaines pistes intéressantes, mais d'autres théories, d'autres approches aussi peuvent venir compléter là, pour avoir quelque chose d'optimal. Mais dans la théorie de l'attachement, il y a l'idée de l'exploration, puis que l'enfant va se lancer dans quelque chose qui lui paraît étranger, qui est inconnu, s'il sent que dès qu'il se retourne, il va avoir quelqu'un qui va être là, une base de sécurité. Donc, souvent, la théorie de l'attachement, on va l'associer aux parents, notamment la mère, dans les études qui ont été faites là, majoritairement. Mais sur le terrain, la personne enseignante va jouer aussi ce rôle-là de figure d'attachement. Donc, c'est ça, au départ, moi, je voulais m'intéresser à comment... finalement, je ne l'ai jamais fait, ce projet-là. Peut-être qu'un jour, ça pourrait être fait. Mais je voulais m'intéresser à comment l'enfant va se lancer dans une démarche où est-ce qu'il ne voit pas la solution dans un premier temps, tout dépendamment de l'attachement qui a la base de sécurité qu'il a réussi à développer, que ce soit avec l'enseignante, avec ses parents. Puis, donc, quand on parle, par exemple, d'un enfant soit qui ne partage pas la même langue, ou soit un enfant qui aborde une discipline, une matière dans laquelle il n'est pas à l'aise ou est-ce qu'il rencontre des difficultés, bien, il faut, avec cette sécurité d'attachement-là, de savoir que, OK, je me lance, puis si jamais je ne comprends pas, bien, je ne serai pas humiliée, je ne serai pas ridiculisée, je vais avoir quelqu'un qui va être là pour m'aider, tu sais, je ne serai pas en détresse, je ne resterai pas dans cette détresse-là. Donc, oui, effectivement, la relation élève-enseignant est vraiment un bon point de départ. Sans cette relation-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer de manière aussi optimale? C'est une bonne question. Ben, de toute façon, les études le soulignent assez bien, l'importance de cette relation-là. Je m'en souviens du cours avec les bébés. Tu avais fait l'exemple avec le bébé. Puis tu avais dit, ben justement, aussi, j'ai un cours en psychologie au cégep. Là. Mais je me souviens que le bébé, dès la naissance d'un enfant, l'enfant a conscience de son parent, mais quand tu vas porter ton enfant à la garderie, c'est normal que le bébé pleure. Parce que justement, il n'y a pas les liens de confiance. Tant qu'il ne voit pas le parent parler, exemple, à l'enseignante ou l'éducatrice, c'est là que il peut peu à peu développer une relation, mais c'est normal au tout début qu'il n'y a pas de lien de confiance parce que c'est là que, de plus en plus, quand il voit l'interaction avec la mère et l'éducatrice, c'est là qu'il... Je peux lui faire confiance à elle aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un beau livre, l'enseignante d'un de mes enfants, lorsqu'il rentrait à la maternelle, j'en avais entendu parler ici par des collègues, le fil rouge. Là, je ne suis pas certaine s'il y a des mots de plus dans le titre du livre, mais il y avait l'enseignante de maternelle le lisait pendant la visite avec les parents, avec les enfants, là, la journée d'accueil. Elle prenait le temps de lire ce livre-là pour faire un peu le transfert de ce fameux lien rouge-là entre l'enfant, puis entre le parent puis la personne enseignante pour l'enfant. Donc, c'est une bonne référence littéraire, vraiment. Là. Moi, je le lis souvent. Puis je me souviens aussi la pyramide de Maslow. Aussi, tu nous avais montré ça comme théorie qui était très intéressante aussi. D'aider les élèves, là, peu importe son besoin, c'est de l'accompagner puis de le progresser de plus en plus. Tout à fait. Quand on parle par exemple, des populations en situation de vulnérabilité sociale, dans les premières questions que tu m'as posées, un enfant qui est issu d'un milieu où est-ce que les besoins de base ne sont pas répondus, bien, c'est difficile de lui demander d'atteindre le sommet, où est-ce qu'il va s'épanouir, où est-ce qu'il va se réaliser, où est-ce qu'il va se mettre dans des situations où est-ce qu'il peut faire face à une détresse supplémentaire si ses besoins de base ou de sécurité ne sont pas répondus. Donc, encore là, c'est des modèles qui datent beaucoup, c'est des modèles qui sont critiqués, mais qui donnent quand même certaines pistes pour essayer de se donner des guides pour mieux comprendre l'enfant qui est devant nous, puis voir, OK, comment je peux soutenir cet enfant-là, puis ce que je lui demande, est-ce que c'est réaliste en ce moment dans son contexte à lui, ou il y a quelque chose d'autre que je peux faire avant pour lui permettre d'apprendre de manière plus optimale ensuite. Oui, on dirait que là, je me reviens dans le cours. Là. C'est vraiment intéressant, là, tout ça. Puis, c'est vraiment pertinent ce que tu viens de dire aussi. Là. Wow, puis, je me souviens surtout là, que tu nous avais montré des ressources aussi pour les enfants un peu plus vulnérables, là, des ressources pour la famille. Communautaire et tout ça. Je trouve ça tellement intéressant. Oui. Également. Dans les milieux vulnérables, tu sais, puis là, je pars de loin. Tu sais, je pars quand j'étais sur le terrain, j'étais en début de carrière, donc je venais de sortir du bac, donc j'avais pas encore toutes ces connaissances-là. Puis
j'avais souvent l'impression que c'était à moi de tout faire pour aider l'enfant et sa famille, mais il y a tellement d'autres acteurs autour qui peuvent soutenir. Puis ça, c'est un message que j'essaie beaucoup de porter dans la formation continue avec les acteurs sur le terrain, dans les différentes recherches partenariales qu'on met en place, bien de cibler ces acteurs-là de la communauté parce que plusieurs organismes, plusieurs intervenants veulent travailler avec l'école, veulent soutenir les familles pour créer ce lien-là avec l'école. Puis des fois, bien, le travail se fait encore dans certains milieux un peu plus en silo où est-ce que la communication est plus difficile entre les deux. Mais il y a tellement de belles ressources qui existent, qui sont souvent peu connues. Tu sais, j'ai des organismes communautaires en tête que dès que les gens les connaissent, ils font « Ah, wow! Tu sais, j'aurais tellement aimé ça les connaître le 10 ans, mais ils existaient le 10 ans, c'est juste qu'ils n'étaient pas connus. » Donc, puis dans d'autres milieux, en ce moment, j'ai un projet de communication école-famille où est-ce qu'on a assis des acteurs scolaires d'un côté, des parents de l'autre côté, puis on les a fait parler sur les enjeux qu'ils rencontrent dans la collaboration école-famille, dans leur communication et tout ça. Puis, ce qui ressort beaucoup, c'est justement les acteurs scolaires disent, bien, il y a plein d'organismes et tout ça. Les parents, ils vont pas les voir, mais les parents les connaissent pas nécessairement. Puis, quand on questionne les parents, parce que là, les acteurs, ils disent, on a mis toutes ces ressources-là dans les premières pages de l'agenda. Donc, le parent, il a accès à toutes ces coordonnées-là. Mais un parent qui est dans une situation de vulnérabilité, avec une détresse relative, bien, il prendra peut-être pas le temps, il saura pas, lui, que les coordonnées sont toutes écrites là, puis d'aller, par exemple, sur Internet, chercher les différentes ressources, c'est pas quelque chose non plus. S'il est en mode survie, ce parent-là, il y aura peut-être pas les habiletés pour le faire ou il n'y aura pas non plus les ressources pour le faire au sens du temps, de l'énergie, tout ça. Ouais. Donc, dans certains milieux, ils se sont mis à développer un bottin de ressources communautaires en faisant un peu le portrait du milieu. Quelles sont les ressources qui existent pour quels besoins? Il y a une page qui existe qui est le 211. La page, il y a beaucoup de ressources parce qu'elle couvre toute la province. Donc, c'est quand même très, très gros. Mais ils le refont un peu à petite échelle sur cette page web-là. Dans le fond, tu sélectionnes le besoin, que ce soit un besoin alimentaire, un besoin par rapport à l'habillement ou peu importe. Puis, ou un besoin pour de l'aide aux devoirs. Tu sais, c'est vraiment à différents niveaux. Puis, tu sélectionnes le besoin, puis là, tu as la liste selon les différentes régions, la liste des différentes ressources communautaires qui existent. Donc, il y a certains milieux que pour leur école, ils se sont développés un petit bottin comme ça. Puis, comme ça, bien, chaque acteur peut avoir le fun, ça, comme image, tu sais, le bottin dans sa poche parce que c'est lorsqu'on est face à un parent que là, on voit que le parent, il est en détresse, qu'il a besoin de quelque chose. Bien, c'est là qu'on la veut, la ressource. Donc, dans les premières pages de l'agenda, oui, mais est-ce que, dans le sens, est-ce qu'il est accessible en tout temps pour pouvoir, là, à ce moment-là, lui mettre un peu la bouée dans la main, la coordonnée. Voici la ressource qui, là, va appeler tout de suite cet endroit-là. Donc, pour les milieux qui ont mis en place ce bottin-là, à date, les réactions sont quand même très positives là, à ce niveau-là. Donc, de faire une photo du contexte qui est autour. Puis, en ce moment, dans le cadre de la formation, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder pour voir comment inciter les futures personnes enseignantes à ouvrir le radar un peu puis voir qu'est-ce qui existe autour de cette école-là. Quel est le contexte de l'école dans laquelle je travaille au-delà des murs de l'école? Puis ensuite, quelles sont les ressources? Donc, vers où je peux référer les parents ensuite? Oui, parce que c'est une forme de stress. Tu ne veux pas qu'on ait des futurs enseignants, puis il y a beaucoup de classes avec certaines fois qu'on voit des enfants qui n'ont pas déjeuné, des enfants qui ont le même linge depuis 3 jours, des enfants qu'on voit que ils n'ont pas de crayon pour faire les exercices, qu'ils se sentent comparés aux autres, ils regardent un peu partout, sont rejetés, ils s'isolent. Tout à fait. C'est quelque chose là, quand même, là, vraiment. Là, puis ça, je dis pas que ça peut être une forme de peur, mais nous, on veut le bien de l'enfant. Mm-hmm. Tout à fait. C'est une préoccupation, en fait. Puis dans ce cas-là, la préoccupation, là, je me remets dans la peau de l'enseignante que j'étais. On va vouloir communiquer avec le parent pour pouvoir trouver quelque chose. Mais dans ce cas-là, des fois, le parent, pour différentes raisons,
sera pas disponible à discuter avec nous parce qu'il travaille, parce qu'il a amplement de soucis aussi de son côté, parce qu'il est en mode survie, puis que le crayon, que l'enfant n'a pas à l'école, ben il est moins prioritaire que le souper qui est sur la table ce soir. Donc, ou que le parent fait de la prochaine danse, puis là, il y a les soucis de santé de cette autre personne-là. Donc, dans cette situation-là, en fait, quand on parle d'intervenants communautaires, d'organismes communautaires, c'est pas seulement de fournir l'habillement ou la nourriture, mais c'est aussi de nous permettre de joindre ce parent-là. Il y a des intervenantes communautaires dans un projet qui nous disaient, moi, quand je rentre dans une famille, la première chose que je leur dis, c'est que je suis du communautaire, que je suis pas liée à l'école. Puis là, je leur avais posé la question, pourquoi vous dites ça dès le départ? T'sais? Elle dit, bien, comme ça, on est bien moins menaçante. C'est à ce moment-là que le parent nous rouvre la porte. Parce que je ne suis pas liée à aucune institution, je ne suis pas liée à un CLSC, je ne suis pas liée à l'école. Ouais. Parce que si j'ai cette étiquette-là dans le front, le parent ne m'ouvrira pas la porte. Ouais. Donc, c'est à partir de là que je crée un lien avec le parent. Puis une fois que ce lien-là est créé, avec un certain temps, évidemment, bien là, ensuite, ces intervenantes-là essaient de rendre le fameux fil rouge vers le personnel scolaire. Puis ça, c'est vraiment... Puis des fois, ça va passer par un intervenant communautaire pour créer ce lien-là qui va ensuite pouvoir le transmettre vers l'école avec du temps, évidemment. Mais ça peut être aussi juste entre parents. Il y a des études qui montrent aussi que juste le fait entre parents de pouvoir échanger dans un contexte, peu importe lequel, ça peut être dans les loisirs des enfants, quand ils sont dans les estrades, ils se mettent à jaser, ça peut être un événement communautaire ou est-ce qu'un souper spaghetti de la ville où est-ce que les parents échangent, mais qui en viennent à échanger de « Ah, toi, tu es allé à cet événement-là à l'école? Ben oui, je suis allée. Wow, y avait-tu bien du monde? Oh oui, il y avait telle personne. Ah, ben la prochaine fois, peut-être que je vais y aller, sachant que tu es là d'abord. » L'influence graduelle, oui. Oui, tout à fait. L'appartenance communautaire, de voir que, OK, tu sais, ça fait pas mal d'aller à l'école. Il y a un parent, dans les intervenantes communautaires que je te parlais tout à l'heure, il y a même un parent qui est ressorti de l'école, il dit « Ah, mais finalement, elle n'est pas si méchante que ça, l'enseignante. » Puis non, mais tu sais, les repères du parent en lien avec son parcours à lui, bien, lui laissait croire que les enseignants n'étaient pas si gentils que ça, donc que les enseignantes n'étaient pas si gentilles que ça. Donc lui, juste d'avoir ce premier contact-là, ça lui a permis juste de mettre une petite orteille dans l'école, mais qui a donné un goût de « OK, j'ai pas si peur que ça d'y retourner dans l'école ensuite. » Ah wow, c'est comme un peu travailler la confiance avec l'élève, puis l'appartenance d'un groupe qui fait une grande différence. Oui. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, les principes sont les mêmes. L'âge est différent, donc la façon de l'appliquer est différente, mais les principes sont sensiblement les mêmes. Puis en tant qu'enseignante, quand je travaillais avec l'école dans le projet parents puis acteurs scolaires, les acteurs scolaires, à un moment donné, ils m'ont dit « Mais tout ce qu'on parle là, parce que ça faisait 3 heures qu'on jasait là, dans un groupe de discussion, puis il disait, mais tout ce qu'on parle depuis 3 heures, c'est exactement ce qu'on se dit pour nos élèves toujours. Mais là, c'est juste pour les parents qu'on le dit. Fait que, ils prenaient un peu conscience de... C'est pas de réinventer la roue, c'est juste d'appliquer la même chose, mais auprès des parents. C'est sûr que les parents, on les a pas dans la classe là, de 8 à 3 tous les jours, mais tu sais, de créer le lien... Il est autant important, là. Oui, les principes sont les mêmes, puis à ce moment-là, les intervenants communautaires peuvent donner un bon coup de main. Puis là, tu sais, je dis intervenants communautaires, des fois, ça va être des acteurs du milieu scolaire, soit du CSS qui vont venir donner un coup de main aussi. Donc, la personne enseignante n'est pas seule pour créer ce lien-là, puis ça, je pense que c'est important de se le rappeler en tant que personne enseignante que tout ne repose pas sur nos épaules. Oui, parce que des fois, on en met beaucoup sur nos épaules. Hein? Tout à fait. Puis je sais que justement, ça répond vraiment à... J'ai fermé mon ordi, là. Je pense que... Oui, non, j'étais comme... C'est tellement intéressant comme conversation. Puis également, tu sais, ça boucle tout un peu les questions qu'on se pose en tant que futur enseignant. C'est qu'on arrive dans une classe, puis là, qu'on voit, tu sais, différentes clientèles. Tu sais, tous les enfants sont différents. Il faut les accepter dans leurs différences, oui. Mais on a une pression de vouloir rendre tous les enfants parfaits, puis de voir ça, justement, qu'on peut être appuyé dès qu'on voit des situations comme ça, un peu plus de vulnérabilité. C'est quand même rassurant également, autant pour l'enseignant que les personnes qui l'entourent également. Oui. Puis en fait, j'ai envie de te dire, puis là, c'est peut-être un peu philosophique, mais j'ai envie de te dire, tu sais, cette perfection-là, rendre les enfants parfaits, mais qui détermine c'est quoi la perfection pour cet enfant-là, puis la perfection pour tel autre enfant à côté, ça en appuie sur des repères souvent culturels. Repères culturels, ça peut être de la culture du milieu scolaire, mais il faut aussi, tu sais, cet objectif-là qu'on vise, on a des repères, tu sais, par exemple, la progression des apprentissages et tout ça qui nous guide, mais il y a
c'est ça, c'est de travailler à s'ouvrir à ça se peut qu'il y ait autre chose, une autre vision, notamment celle de l'enfant, celle de sa famille, du milieu duquel il est issu, puis de travailler avec cette vision-là aussi. En même temps, c'est sûr qu'il faut être réaliste dans la tâche enseignante. Si on a 25 élèves, on peut pas avoir 25 interventions, 25 parcours complètement différents pour les élèves qu'on a devant nous. Mais au sens, c'est ça, quand on dit qu'on vise quelque chose, bien, avoir cette nuance-là que ce qu'on vise, est-ce que c'est nommé explicitement, par exemple, aux parents pour qu'ils travaillent avec nous? Puis est-ce que j'ai écouté le parent, sa vision à lui pour qu'on puisse trouver ensemble là, un consensus? Parce que si le parent ne rame pas avec moi, ben peut-être que lui, il n'a pas envie d'aller à la destination que moi, je vise. Puis là, ensuite, ben, comment je travaille avec ce parent-là? C'est là que ben, les autres professionnels autour, les autres intervenants peuvent entrer en ligne de compte. Donc, c'est ça. C'est pas possible de le faire pour l'ensemble sur l'aspect réalité, dans la réalité de la tâche, mais c'est quand même une réflexion à avoir. Mais j'ai pas encore les réponses pour répondre à ça. On laisse la réflexion aussi aux auditeurs, toutes les personnes qui vont nous écouter également. Oui. Wow, fait que c'est quand même des bonnes questions qui ont été répondues. Je sais pas s'il y a d'autres sujets que tu aimerais apporter sur ton expertise peut-être de thèse ou sur tes recherches. Eh mon Dieu. Je pense qu'on est allé un peu sur les morceaux importants. Ouais. J'essaie de penser aux autres projets. Je pense que tu as vraiment touché, avec les questions, tu as touché vraiment les points les plus importants. C'est ça, l'ouverture, aller vers l'autre, se remettre en question. Oui, c'est ça. Puis avant de t'inviter, j'avais déjà préétabli mes questions moi, personnellement, mes questions, puis aussi avec mon entourage dans le bac, je pose beaucoup de questions. Okay. J'aime ça être un peu la leader du groupe, fait que j'aime ça, rapatrier tout le monde, puis que tout le monde se sente bien, puis des fois, ça peut être impossible, bien sûr, mais je veux vraiment faire reconnaître le métier d'éducation, autant éducatrice que professeur, pour vraiment démontrer qu'on fait pas juste corriger, puis vraiment, on a... c'est pour ça que mon logo, il y a une fleur dessus, parce que je veux vraiment, nous, on va pousser des petites plantes chez les enfants pour les aider à grandir. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Vraiment. C'est ça, enseigner, c'est un métier avec l'humain. Donc, avec l'humain, avec toute la richesse puis la complexité que ça peut être. Donc, c'est là qu'on peut y trouver beaucoup, beaucoup de plaisir. Ouais. Beaucoup de complexité, mais beaucoup de richesse et de plaisir. Ouais. Bien, je te remercie de ton partage. Ça me fait plaisir. Puis, vraiment, je pense que ça va aider les futurs enseignants, puis également les enseignants qui sont d'actualité, là, présentement sur le marché du travail, juste d'orienter, puis comment intervenir vraiment avec sans mettre de pression, puis ça aide dans la profession. Oui. Merci. Merci à toi.